Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le débat du Sahel est délocalisé cette semaine au siège du secrétariat permanent du G5 Sahel, ici à Nouakchott, à l'occasion du 4e anniversaire de cette organisation. Avec nous ce soir, M. Mohamed Znaghi Wilsid Ahmed Ali, vous êtes général de brigade, diplômé de l'Académie royale militaire de Meknès, vous êtes également diplômé en droit de l'Université Mohamed V de Rabat et titulaire d'un exécutif MBA en management global des risques et des programmes internationaux. Vous l'avez décroché à l'Institut Thémis. Vous avez également exercé des hautes fonctions de commandement au sein de l'état-major de l'armée mauritanienne, avant d'aller à Taman Rasset, où vous avez été chef du comité d'état-major conjoint, puis retour au pays, en Mauritanie ici, où vous êtes nommé inspecteur général des forces armées de la République islamique de Mauritanie, les forces armées et de sécurité bien sûr. Et maintenant vous êtes expert défense et sécurité du G5 Sahel. Vous êtes donc un peu le représentant au sein du secrétariat permanent du G5 Sahel, du comité défense et sécurité. Tout à l'heure vous allez nous expliquer l'articulation entre le comité défense et sécurité et le secrétariat permanent du G5 Sahel. Merci également de nous recevoir dans les locaux de votre organisation. Avec nous également M. Isselmoul Salihi, vous êtes journaliste. Ces dernières années, vous vous êtes spécialisé dans les questions liées à la sécurité et à la défense, notamment dans la zone sahélo-saharienne. Donc ma première question est pour vous, M. Isselmoul. Vous vous rappelez très bien de l'attentat de février 2011. Ça fait 8 ans. C'était une tentative qui a été avortée aux abords de Nouakchott par les hommes du commandant Cheikh Naoul Qutb. Le commandant lui-même a failli laisser sa vie et cette tentative visait l'ambassade de France. Tentative avortée donc, et depuis, pas d'attentat en Mauritanie. Réussite du G5 ou réussite des forces mauritaniennes, ou bien réussite conjuguée, ou alors dites-nous si c'est tout à fait le hasard. Bon, c'est vrai, donc les expériences cumulées de nos pays du G5 Sahel, certainement sont en train de répondre à la menace sur ces différents aspects, à la fois au niveau de la sécurité, mais au niveau du développement. C'est vrai, en 2011, il n'y avait pas déjà le G5 Sahel, parce que l'idée a germé en 2014, l'acte constitutif a eu lieu en décembre 2014, et la naissance même de la force conjointe, il faut plutôt voir fin 2015, si je ne me trompe pas, début 2016. C'est vrai, à l'époque, il est curieux que c'était essentiellement la Mauritanie de 2005 à 2012, parce que la dernière attaque terroriste remonte à décembre 2011 avec le kidnapping des gendarmes à Debégrou. C'est vrai, c'était principalement... mauritanien. C'était principalement la Mauritanie qui était la cible d'AQMI. À l'époque, il y avait qu'AQMI, il n'y avait pas de Mijaou, il n'y avait pas de Nusrat l'Islam ou Muslimi. Donc, le pays a beaucoup appris. Le pays a beaucoup appris d'abord avec ses échecs, mais ensuite avec une nouvelle vision développée par les autorités supérieures, avec des changements de stratégie, l'opérationnalisation d'une stratégie en matière de lutte contre le terrorisme et des crimes transfrontaliers, le développement fulgurant de la mobilité et des capacités opérationnelles de l'armée, l'acquisition de l'aviation, différents autres formats, dont le renseignement essentiellement, et aussi, on ne s'est pas à l'époque limité seulement au tout sécuritaire. À l'époque, il faut rappeler qu'il y avait une forte campagne de lutte contre la gabégie, une forte campagne de lutte contre la précarité, les bidonvilles, et il y avait aussi un intérêt porté au discours religieux. Parce que, vous savez, les mosquées, il n'y avait pas un suivi permanent, n'importe qui pouvait avoir une mosquée, n'importe qui pouvait avoir une mahadra. Donc, il y a eu une vision une vision globale qui a touché à la fois la sécurité, la défense, la religion, la corruption, la précarité, la jeunesse aussi. Et même, il y a eu aussi une campagne en matière de déradicalisation, parce qu'en 2010 déjà, la campagne de déradicalisation a été amorcée dans les prisons mauritaniennes avec le concours religieux. Tout cela fait que les pays a pu avoir ce répit conjoncturel. Parce que les pays, je parle ici sous le contrôle d'un général, les pays ont eu à partir de 2012 un répit conjoncturel, il n'est pas structurel. C'est pour cela que le pays, quand il a eu la bonne volonté de ses frères, de son voisinage, n'a pas hésité à partir de 2014 à accompagner les pays voisins, les pays frères, dans une nouvelle dynamique de lutte contre le terrorisme, parce qu'il sait que de toutes les façons, le projet des organisations terroristes, c'est d'éviter de vous attaquer quand ils se sentent faibles ou quand ils sentent que vous avez changé, parce que ce qui est le cas en Mauritanie. C'est fini le temps où on égorgeait nos soldats en dormant. Non, à partir de 2010, nos soldats menaient des opérations en plein territoire malien.
notre armée déjouait les attentats aux véhicules piégés. Notre armée partait même kidnapper les ravisseurs d'otages en plein territoire malien. Donc les terroristes ont compris que la donne a changé et il y a eu ce repli qu'on a observé et puis, conscient du fait que le repli n'est que conjoncturel, nous avons tendu la main à nos frères du G5 Sahel et c'est dans ce cadre qu'on est en train de réorganiser avec eux la lutte à nouveau. Et cette fois-ci, c'est le différent plan, c'est le plan économique. Nous allons y revenir à la deuxième dimension, notamment développement général. La Mauritanie est donc à l'initiative. Bon, la Mauritanie à l'initiative, oui, la Mauritanie a été très volontariste dans la lutte antiterroriste. La Mauritanie, comme a dit Selmou tout à l'heure, a été le premier pays qui a fait face aux attaques terroristes réelles. Elle n'avait pas le choix, elle a fait face, elle a développé une stratégie très volontariste qui, comme il a expliqué, qui allie l'équipement des forces, l'entraînement des forces, l'occupation du terrain et surtout aussi l'attaque sur le terrain philosophique et religieux. Parce qu'en laissant les terroristes s'approprier la religion, on leur donne une chance terrible. La religion est la nôtre d'abord. Donc nos ulémas, nos savants, nos imams, nos érudits sont tous montés au créneau. Et ceci a été accompagné, comme Michel Moul l'a dit, par une stratégie extrêmement volontariste, d'abord d'occupation du terrain. Parce que les terroristes ne sont pas quand même des anges. Et puis, bon, quand ils vont faire une opération, ils font le pour et le contre, et ils calculent qu'est-ce qu'ils y gagnent et qu'est-ce qu'ils y perdent. Je pense que sanctuariser, comme certains le disent, un territoire ou même une maison, c'est très difficile. Mais le fait, c'est de la dissuasion. Il faut que l'ennemi soit dissuadé et qu'il sache qu'en attaquant et en venant en Mauritanie faire des opérations, il y perdrait très fort. C'est le cas actuellement. Les forces armées mauritaniennes ont été très bien entraînées. Elles ont constitué des unités très adaptées à la lutte antiterroriste, les GSI et autres. Il y a beaucoup de formes de GSI. Les GSI sont militaires au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police. Chacun a développé des unités spécialisées dans la lutte antiterroriste. Les équipements très chers, très coûteux ont été achetés et mis à disposition. Les hommes ont été intéressés. Le traitement des hommes sur le terrain a été très amélioré. Les forces de sécurité et les forces de défense ont vu nettement leurs conditions de vie améliorées et les populations aussi ont été associées parce qu'en fait nos militaires sont comme le poisson dans l'eau dans leur population. Alors qu'avant c'était les terroristes qui étaient comme les poissons dans l'eau. Oui, eh bien oui, les terroristes avant occupaient même des zones, fidélisaient les populations, les fidélisaient ou les terrorisaient. Ils les fidélisaient par l'argent, par l'aide, par même la religion. Puisque l'État était absent. Donc voilà, il faut réoccuper la scène, c'est ce qu'on a fait. Vous savez qu'actuellement, il y a des bases, il y a des unités très reculées dans des contrées mauritaniennes extrêmement reculées qui, jusqu'à tout récemment, étaient laissées pour compte et qui étaient des terroristes. Donc voilà un peu une stratégie volontariste, des équipements modernes, un entraînement adéquat, une offensive sur le plan religieux et philosophique, une réappropriation des mahadras, des mosquées, en un mot, la lutte contre la radicalisation, et surtout la déradicalisation. Et des programmes économiques et sociaux. Et des programmes économiques et sociaux extrêmement importants. Nous avons créé des départements, regardez Mbeket Lahouach, regardez Chami, regardez Termessa, regardez... Et puis bon, il y a eu des investissements quand même extrêmement importants qui il y a une dizaine d'années étaient des chimères. Bon, c'était inenvisageable en effet. Donc voilà un peu en quoi la Mauritanie est initiatrice et dont l'exemple est à suivre et a donné des résultats. Ça a donné des résultats. Notamment, ça ne veut pas dire qu'on doit baisser la garde. Ça ne doit pas dire qu'on doit dormir sur nos lauriers. Voilà. Et ça ne veut pas dire que notre stratégie est définitivement la bonne, parce que l'ennemi aussi, il réfléchit, il évolue, il s'adapte. Ouais. Donc, il faut rester en veille et surtout rester avec l'initiative, conserver l'initiative. En 2012, donc, on continue notre cheminement chronologique. Il y a eu Serval, c'est l'opération que vous connaissez tous les deux très bien. La France, qui appuyée par des forces africaines, notamment tchadiennes, est intervenue en Mali.
la victoire militaire est patente, mais il n'en demeure pas moins que l'ennemi, comme vient de le dire le général, s'est adapté. Et la guerre donc est devenue asymétrique. Quelle réponse, à votre avis, peut porter les G5 Sahel, et notamment les forces qui sont coalisées, contre cette nouvelle forme de violence? Je crois que le G5 Sahel est parti premièrement d'une convergence historique. Et je tiens vraiment à dire une convergence historique entre les 5 chefs d'État de la région, des pays les plus touchés. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas du tout touchés. Donc il y a eu cette convergence historique, cette volonté politique. Et il est parti aussi d'une lecture de l'environnement géostratégique. C'est-à-dire que cette menace s'est régionalisée. Cette menace, à un certain moment même, a occupé une partie d'un territoire membre de cet espace-là. Et puis, cette lecture aussi, il y avait une lecture du bilan des initiatives menées. Initiatives menées à la fois au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, au niveau même des initiatives beaucoup plus restreintes, qui ont quand même eu de très bons résultats, mais qui n'ont pas répondu intégralement à la nature de la menace. Et c'est parti de l'impératif de lier le développement à la sécurité. À un certain moment, nos dirigeants ont beaucoup plus parlé de développement, ont beaucoup plus parlé de désenclavement, ont beaucoup plus parlé d'infrastructures, ont beaucoup plus parlé de sécurité alimentaire, ont beaucoup plus parlé de présence de l'État. D'ailleurs, le volet sécurité, le volet militaire et sécurité du G5 Sahel, c'est un volet qui n'est pas du tout financièrement trop important par rapport au volet développement. Aujourd'hui, la naissance du G5 Sahel, à la fois au niveau du développement et de la sécurité, procède d'une volonté d'appropriation de notre sécurité intérieure. C'est vrai, nous sommes très contents de l'apport de nos partenaires extra-africains, de nos partenaires qui ne sont pas membres du G5 Sahel. Ils ont leurs apports, leurs mains leur sont tendues, mais c'est un problème qui concerne d'abord ces 5 pays qui ont des réalités humaines similaires. Vous avez des teints clairs au nord, des noirs aussi, dans le climat sahélien au nord, un climat, et surtout des réalités économiques assez proches. Un indice de développement similaire. Et puis l'absence aussi de ces rivalités qui bloquent généralement le travail collectif. L'absence de rivalité entre chefs d'État, vous voulez dire? Oui, les rivalités, je ne veux pas peut-être, parce qu'ici je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais il y a des rivalités qui ont bloqué l'esprit d'équipe, le travail d'équipe, et qui sont absentes au niveau. Il y a une symbiose, il y a une convergence de vie, pas seulement au niveau officiel. Moi, je voyage souvent au Burkina, j'y étais, ça fait une semaine, au Mali, j'étais au Niger l'année dernière. Partout, je n'ai pas rencontré une réticence au G5 Sahel. Je n'ai pas rencontré une réticence à la force conjointe du G5 Sahel. Partout, je sens une certaine fierté que nos dirigeants et nos peuples veulent aujourd'hui se prendre en charge, ont identifié des points de vulnérabilité, notamment les zones grises, les zones où il n'y a pas d'investissement, qui sont laissées en rade, qui sont laissées en marge de l'évolution de la collectivité, mais aussi cette interopérabilité, cette fraternité d'armes qui est en train de naître entre les armées des G5 Sahel au niveau essentiellement de la coopération transfrontalière et des autres. Un élément justement renforce, à mon sens, cette interopérabilité, je vais vous entendre là-dessus, c'est le collège de défense. On est en train de former maintenant des stagiaires. Quand on dit des stagiaires, ils sont pour la plupart des lieutenants-colonels ou des colonels. On est en train de les former. Pouvez-vous vous projeter dans 10 ou 20 ans, lorsqu'il y aura 10 ou 15 promotions? Bon, c'est un exercice de fiction. École, c'est toujours école. Bon, école, c'est un investissement à moyen et long terme. Il faut dire d'abord que les besoins de nos armées en officiers brevetés sont énormes, aussi bien dans nos états-majors que dans nos forces opérationnelles. Et nous sommes à peine, nous couvrons nos besoins entre 10 et 15% en officiers brevetés. Parce que tout simplement, nous n'avions que des places cédées par des pays amis à chacun de nos États. Aujourd'hui, c'est une expérience, le Collège de défense du G5 Sahel est une expérience unique au monde. Je crois que c'est la première école d'enseignement supérieur militaire transnationale, c'est-à-dire qui appartient à plusieurs pays en même temps. Donc, je pense que d'ici, la fraternité d'armes
qui s'est créé au sein de cette école, le fait de travailler ensemble pendant une année scolaire complète, le fait de jouer des exercices, même pas fictifs, et le fait de diriger des manœuvres ensemble, de dormir dans les mêmes chambres, de travailler dans les mêmes salles, c'est une fraternisation qui n'a pas de prix. Et je crois que d'ici une dizaine d'années, même pas une dizaine d'années, d'ici 5 ans, nous aurons sur le terrain des promotions qui se sont connues, qui ont été formées ensemble, qui savent travailler ensemble, qui s'apprécient mutuellement, et je crois que ça donnera de bons résultats. Je me rappelle, j'ai des promotionnaires, j'ai des amis actuellement dans la région, dans chacun des pays, et quand je les rencontre et quand on se retrouve, la facilité avec laquelle nous travaillons, la facilité avec laquelle nous communiquons n'a aucune mesure avec des gens que vous ne connaissez pas. J'imagine, sans révéler des secrets, que lorsque vous êtes sur un théâtre d'opération et que face à vous, de l'autre côté de la frontière, vous avez un ancien ami de Chambray, ça facilite un peu les choses. Ça facilite quand on joue la même mission, quand on a le même ennemi, quand on a le même terrain, en espérant bien sûr qu'il n'est pas de l'autre côté pour faire face à moi ou que je suis de ce côté pour faire face à lui. Bon, là c'est la mission qui prendra le dessus. Mais en fait, je crois que nos armées désormais sont obligées de travailler ensemble, de coopérer. Nos commandements sont intégrés désormais au sein de la force conjointe, par exemple, mais pas seulement, au sein des états-majors, au sein d'autres structures régionales. Et il n'y a pas mieux que d'avoir été formés ensemble, que d'avoir fraternisé, que de s'être connus sur les bancs de l'école, et ça facilite énormément les choses. L'ennemi s'est donc adapté, ou en tout cas il essaye de s'adapter. On assiste notamment à un déplacement des forces terroristes du nord Mali vers le centre, ce qui nous met devant le risque d'une jonction avec Boko Haram. J'imagine que vous avez étudié cette question. Vous pensez qu'il y aurait une symbiose ou qu'il y aurait cassure entre ces deux forces? Parce que la jonction est désormais un danger réel. Oui, je pense que non pas seulement le Boko Haram dans le bassin du lac Tchad avait des relations avérées avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Certains de ces groupes ont été vus à Gao, notamment durant l'occupation du Nord Mali en 2012. Mais aussi aujourd'hui, la grande mamelle, c'est essentiellement les Sud libyens, qui alimente en armes, en combattant le nord du Mali et même le nord du Burkina et peut-être la zone des 3 frontières. Parce que j'ai parlé récemment avec un expert militaire que j'ai rencontré à Ouagadougou et il m'avait dit qu'il a l'impression qu'il a une autre mamelle. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit non. Nous avons constaté que les engins les explosifs improvisés étaient faibles. À l'époque, quand nos véhicules marchaient sur ça, ils étaient coupés en 2. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a une nouvelle technologie qui est venue dans cette industrie de la mort qui sont des engins explosifs improvisés. Aujourd'hui, les voitures sont complètement détruites. Donc il est nécessaire aujourd'hui que les unités antiterroristes soient dotées de véhicules blindés. Donc ce n'est pas seulement le Boko Haram qui est la jonction avec le Boko Haram et la jonction avec les Libyens, mais aussi il y a la jonction potentielle avec les revenants du Levant. C'est cet aspect. Mais parallèlement à ça, vous avez dit une très bonne idée. Vous avez dit qu'ils ont absorbé le coup, ils se sont dispersés, ils se sont réorganisés, et ils ont changé de stratégie. Ils étaient du temps d'Al-Qaïda dans l'asymétrie, rien n'a changé. L'asymétrie, c'est quand on ne sait pas quand, où et comment vous allez être attaqué. De toutes les façons. C'est vrai, il y a eu une nouvelle donne. Ils ne sont plus dans la posture d'occuper des territoires. C'est fini ça. Les armées au sein du G5 exercent maintenant un contrôle accru sur les zones transfrontalières qui étaient leur sanctuaire, et il faut les remercier pour cela. Et parallèlement à cela, dans les alentours des grandes villes, il y a l'aménagement, et entre les deux, il y a la force Barkhane et il y a les autres partenaires extra-africains. Donc du coup, la menace est résiduelle, elle persiste, elle est dangereuse, elle fait mal, mais elle n'est plus comme avant. Je vais emprunter une idée au général. Ce n'est pas une occasion de dormir sur les lauriers parce qu'ils peuvent s'adapter, ils peuvent évoluer vers une nouvelle posture plus combative. Général, les observateurs de la stratégie de djihadistes semblent unanimes là-dessus. L'ennemi a encaissé le coup et il s'est adapté. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes prêt à cette nouvelle forme? Puisqu'il a compris que dans une guerre face à face avec vous, il est perdant. Il semble chercher une nouvelle forme. Vous en pensez quoi de ces changements de paradigme, justement? Écoutez,
il ne faut pas être vraiment un génie pour comprendre que quand on est attaqué, on se replie, on s'organise, on essaye de réagir. Bon, ça c'est tout ennemi est comme ça. Comme il vous a dit tout à l'heure, il y a eu une occupation de territoire par des forces terroristes. Il y a eu un embryon même d'État terroriste dans une certaine zone sahélienne. L'opération Serval, en son temps, a dispersé, a cassé d'abord cet ennemi. Elle a dispersé ces éléments résiduels. Ils se sont repliés dans leur retranchement. Ils se sont certainement organisés, ils ont reçu des appuis de leurs acolytes un peu partout dans le monde et surtout dans la région, et ils reviennent sous une autre forme, certainement. Nous avons vu une prolongation vers le sud de ces activités qui étaient jusqu'à présent localisé au nord du fleuve Niger. Mais depuis quelques années, nous avons vu des menaces glisser doucement, insidieusement vers le sud, et peut-être pas avec la même capacité, pas avec la même importance, mais en tout cas, c'est des menaces qui glissent vers le sud. Et le terrain s'élargit, même sur le plan ethnique. La menace s'est élargie. Elle a touché beaucoup plus d'ethnies, elle a touché beaucoup plus de frontières, notamment avec le Front de libération du Massina. C'est-à-dire, ce qui me fait dire que, quantitativement, la menace a beaucoup régressé, mais qualitativement, elle a beaucoup progressé. D'accord. Nous allons marquer une petite pause pour écouter M. François-Xavier Ponce, le chef de mission du projet d'appui à la sécurité et au développement en Mauritanie. C'est un projet de l'Union européenne. Il nous parle de la récente conférence des bailleurs de fonds qui s'est tenue à Nouakchott le 7 décembre courant. Et on revient. Moi, je pense que cette conférence est, dans une certaine mesure, historique. Parce que pour la première fois, le secrétariat permanent du G5 Sahel, accompagné de l'ensemble des pays membres, a proposé un plan d'investissement prioritaire pour mettre en œuvre du développement en vue de favoriser la sécurité. Et ça, c'est quelque chose de conceptuellement innovant et qui est probablement quelque chose qui n'avait jamais été tenté auparavant. Et le fait que cette conférence soit un succès, puisque pour rappel, l'Union européenne et la France ont proposé une très forte participation, mais une participation majoritaire, prouve que désormais, le hiatus qui existait jusqu'à une date récente entre sécurité d'une part et développement d'autre part, ce hiatus est éliminé. Jusqu'alors, on pensait qu'il fallait mettre en œuvre des outils de développement qui soient complètement décorrélés des questions de sécurité. Et de la même façon, les professionnels de la sécurité n'avaient absolument aucune culture du développement. Eh bien, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une nouvelle génération de coopérants, d'experts qui est en train de monter et qui sont à la fois à l'aise sur les sujets liés à l'antiterrorisme et sur les sujets en relation avec le développement sur le long terme, pas simplement l'aide humanitaire ou l'urgence. Et ça, c'est ça qui fera sortir la sous-région de la crise, et c'est comme ça qu'on vaincra le terrorisme dans la région du Sahel. Moi, j'étais très frappé, quand j'ai commencé ici à travailler, de constater que on imaginait la sécurité comme quelque chose d'exclusivement sur un mode coercitif. C'est-à-dire que, globalement, on ne pouvait pas imaginer que des forces armées de sécurité puissent participer sur le long terme à l'amélioration des conditions de vie de population. Dans les différentes phases d'un conflit armé ou d'une menace terroriste, le rapport que peut avoir le gouvernement vis-à-vis de la question de la prospérité économique évolue. Dans la première phase, c'est une phase d'intervention. Globalement, on met le paquet sur des questions effectivement d'intervention, de coercition, on essaie de montrer la force, et précisément, en l'espèce, quand on parle de la guerre dans la sous-région, on sait parfaitement qu'une force comme Serval ou Barkhane finira par triompher, au moins facialement, à court ou moyen terme,
d'un ennemi qui est beaucoup plus faible, hein, que ce soit sur le plan effectif ou sur le plan technologique. Hein, que peut faire un pick-up avec une mitrailleuse de 14,5 face à une bombe guidée laser lancée par un Mirage 2000? Pas grand-chose. Et on l'a vu dans différents conflits du XXe et du XXIe siècle. Il y a eu une supériorité technologique et armée, notamment dans un certain nombre de nations occidentales, et c'est seulement après que, effectivement, la crise n'a pas pu être résolue, parce qu'on n'a pas mis en œuvre, justement, ce fameux nexus entre sécurité et développement. Et ça, aujourd'hui, l'approbation du PIP du G5 Sahel va le permettre. Donc moi, je suis peut-être exagérément optimiste, mais je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose qui va être innovant, y compris au niveau doctrinal. Il s'agit de prioriser des lieux ou des populations qui ont un résultat à obtenir en termes de sécurité. C'est exactement ce qu'on a fait, nous, ici, avec le projet en Mauritanie, donc entre N'Bek et Lahouach, qui est l'endroit où va s'installer, où était déjà installé en fait, hein, le bataillon mauritanien de la force conjointe, dit le Moribat, Walata, et jusqu'à Tichit. Et ce mouvement de terrain-là, il n'y a que certains endroits où on peut passer en voiture. Et donc, ce qu'on cherche à faire, nous, en tant que projet de sécurité et développement, c'est de limiter au maximum l'exode rural face à ces passes, parce que si jamais il n'y a plus personne face à ces passes, on n'a aucune chance de voir remonter une information d'infiltration terroriste. Pour nous, donc évidemment, on appuie le Moribat, donc le bataillon mauritanien de la force conjointe du G5 Sahel. On met à son profit un accès à l'eau spécifique pour lui, en faisant un forage avec une adduction d'eau. On met en place un hôpital mobile de campagne à usage dual, c'est-à-dire qu'il pourra servir à la fois aux soldats qui sont engagés dans la force conjointe et aux populations environnantes. On construit une zone de posée sommaire à côté de N'Bek et Lahouach pour permettre un ravitaillement, voire une intervention d'urgence par la troisième dimension, en faisant poser un avion tactique militaire sous cette zone de posée sommaire. On essaye de faire converger l'ensemble des moyens administratifs et militaires qui sont mis en place par les forces armées de sécurité mauritaniennes dans la région de N'Bek et Lahouach, notamment en renforçant les capacités du groupement nomade, qui est une unité méhariste, donc sur dromadaire, qui relève de la garde nationale. Il faut s'adapter à un terrain, surtout ici dans la région saharo-sahélienne, qui est désertique et désolé. Il y a peu de monde, et c'est parce qu'il y a peu de monde que c'est dangereux, et que ces populations sont particulièrement vulnérables à une influence, y compris économique, de la part de gens comme Al-Qaïda ou JNIM, ou tous leurs amis, qui cherchent à mettre en place des solidarités économiques qui feront qu'elles resteront dans l'impunité. C'est très facile pour eux, à partir du moment où ils ont d'énormes rentrées d'argent, soit à cause des prises d'otages, soit à cause du trafic de drogue. Et s'aliéner une population qui a finalement peu de moyens, c'est quelque chose qui fait partie de leur propre mode d'action, et c'est contre cela qu'il faut aller. Deuxième chose, il n'y a pas de solution miracle. Les réussites qui ont pu être mises en œuvre ici en Mauritanie, sur ce terrain désertique très particulier, elles ont valeur d'exemple, mais on ne va pas pouvoir les appliquer ex nihilo sur d'autres terrains ou d'autres pays. Pourtant, on voit bien que ce qui caractérise les pays du G5 Sahel, c'est quand même un milieu naturel qui est tout à fait comparable. Donc tout ce que j'ai dit sur la pertinence d'allier sécurité et développement en zone désertique au travers d'actions des forces armées à N'Bek et Lahouach peut très bien être valable, je ne sais pas, à Agadez, à Gao ou dans le Tibesti. Et donc ce travail conceptuel que nous avons réalisé avant même la création du G5 Sahel, il a donc vocation à s'exporter dans la sous-région, mais je crois même ailleurs, parce que le terrorisme, malheureusement, ne touche pas que la région saharo-sahélienne.
Très bonsoir, nous continuons donc notre débat ici au siège du secrétariat permanent du G5 Sahel. Général, sécurité et développement donc sont liés, pas de sécurité sans développement. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc voilà, vous l'avez si bien dit, et je reviens d'abord pour, enfin un peu plus tardivement, mais vous remercier pour me donner l'occasion, en cet anniversaire, parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui on est le 19 décembre, et c'est l'anniversaire de la signature de la Convention de création du G5 Sahel. Cette journée est fêtée aujourd'hui dans les pays du G5 Sahel, et elle est fêtée en grande pompe dans les pays assurant la présidence du G5 Sahel. Actuellement, c'est le Niger. Donc c'est fêté à Niamey. À Niamey, absolument. À Niamey, à Zinder, elle est fêtée en grande pompe. D'ailleurs, tout notre personnel aujourd'hui est presque à Niamey pour l'occasion. Et à Nouakchott, on le fête avec cette émission. Et à Nouakchott, on est en train de la fêter pour l'occasion. Donc, je vous remercie pour cela. En fait, je crois que les pères fondateurs du G5 Sahel ont été bien inspirés avant tout le monde pour savoir que la menace à laquelle ils font face est d'abord d'ordre structurel. L'ordre structurel, c'est le plan de développement. Et la menace terroriste elle-même ne vient pas seulement se greffer comme ça, venir de tomber du ciel. Elle se greffe sur un environnement capable de la contenir, capable de la recevoir. Et là, il n'y a pas un meilleur terreau que le sous-développement, que la pauvreté, que l'oisiveté, que le fait d'être abandonné, que l'injustice, et ainsi de suite. Et c'est ce que les chefs d'État ont vu et en créant cette organisation entre États. D'abord, il faut dire que les États sont homogènes. Nous avons cet espace sahélo-sahérien qui va de l'Atlantique au Chari, au fleuve Chari, qui est parfaitement homogène. Le niveau de développement est le même. La composition ethnique de population est la même. La composition, la géographie physique et humaine sont les mêmes. L'histoire est identique. La langue parlée, le français, tout le monde parle le français et l'arabe aussi. Moi, j'ai été surpris pour savoir qu'au Mali, au Niger, au Tchad, l'arabe est parfaitement parlé. Absolument. Et c'est une demande des États que de la formation en arabe. Donc, la zone est homogène. La formation, excusez-moi de vous couper, au collège est d'ailleurs dans les deux langues. Absolument, la formation au collège est dans les deux langues, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est à la demande des États membres. Ce n'est pas quelque chose que la Mauritanie Ce n'est pas quelque chose que la Mauritanie a imposé. La Mauritanie est fortement arabisée. Nous avons nos cadres qui sont fortement arabisés, mais aussi nos amis, les voisins, les pays du G5 Sahel ont une forte demande d'arabisation. Parce que le Mali, le Nord Mali est en train d'intégrer des officiers arabisants, le Niger pareil, et le Tchad aussi. Donc la demande est régionale, elle n'est pas seulement mauritanienne. Donc c'est pourquoi nous avons adopté un enseignement bilingue. Et ce n'est pas seulement à la demande de la Mauritanie. Je tiens à le préciser. C'est bien d'élever cet équivoque. Voilà, non, je tiens à lever cet équivoque parce que je sais que le Conseil des ministres et le CDS, auquel j'étais présent, qui ont demandé, formulé cette demande. Parfait. Bon, je reviens à cette dualité, enfin à ce couple sécurité-défense. Sécurité et développement. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de développement sans sécurité et il n'y a pas de sécurité sans développement. La particularité de notre zone, c'est que c'est une zone très aride où les territoires sont très vastes. Donc, ce qui fait obligatoirement que les zones transfrontalières sont éloignées des centres décisionnels. Et quand vous envoyez un instituteur ou un policier, par exemple, aux confins de la frontière, il se sent brimé, il fait 2 ou 3 mois et il revient. C'est souvent vécu comme une Donc, les sanction. zones transfrontalières, à un certain moment, ont été les terreaux des trafiquants. D'abord, sur les trafiquants se sont greffés les terroristes, petit à petit. Et les terroristes, disposant d'armes, disposant d'argent, ont fidélisé les populations, tout simplement. Ou terrorisé, parce que soit vous êtes fidélisé, soit vous êtes terrorisé. Voilà. Donc, les États ont graduellement abandonné ces zones. C'est ce qui a amené à l'occupation des territoires, ce qui a amené au recrutement massif, important en tout cas, de la jeunesse dans les rangs des terroristes. Maintenant, le G5 est une réaction à cette situation. Notre finalité est transfrontalière.
La finalité du G5 est transfrontalière, aussi bien sur le plan du développement que sur le plan de la sécurité. Notre force conjointe actuellement est une force transfrontalière. Sa mission, c'est de réoccuper les zones transfrontalières, les nettoyer, les sécuriser et ramener les populations et ramener les services de l'État et, au fur et à mesure, se retirer en laissant la place aux forces de sécurité intérieure. Voilà un peu notre stratégie dans la zone. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, avec la force conjointe, tout le monde parle de la force conjointe, mais nous nous préparons sur le plan de la sécurité intérieure. Nous développons ce que nous appelons les groupes d'action rapide, qui sont les GARCI, qui sont des unités de lutte antiterroriste pour le moment de la gendarmerie des 5 États. Nous sommes en train de former des unités entre 100 et 150 hommes pour chaque État, spécialement entraînés, équipés de matériaux spécifiques et de véhicules légers extrêmement rapides. Ces unités, nous envisageons de les multiplier jusqu'à donner à chaque État 3 ou 4 ou 5 unités. Et à ce moment-là, ce seraient les forces de sécurité intérieure qui occuperaient le terrain et les forces de défense reviendraient à leur mission régalienne, à leur mission classique. Donc, je vais être honnête avec vous, Général. Je vais vous dire comment j'ai vécu ce qui s'est passé à Sévaré. À un moment donné, où la force conjointe avait son centre de commandement à Sévaré, il a explosé. Ce qui a, dit-on, a scellé le sort du général Didier Dako et son remplacement par le général mauritanien Hanan Ould Sidi. Peu après, le général nouvellement nommé a décidé d'installer la force à Bamako au lieu de réinvestir les champs en ruine. Est-ce que ça ne laisse pas penser que l'ennemi a gagné et que nous, on recule? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord d'abord sur les conclusions que vous avez tenues à sceller le sort du général Didier Dako. Non, le mandat d'un commandant de la force est d'une année. Et je crois que le général Didier Dako a rempli son mandat, a terminé son année avec son adjoint, et il était temps de les remplacer. C'était donc prévu. Donc c'était prévisible. Et Hanana sera remplacé après une année. Ne croyez pas qu'il va faire 10 ans là-bas. Le mandat est strictement d'une année. Et les pays sont, chacun d'eux nomme un général et un autre nomme un adjoint. Précision utile. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans tous les secteurs, les états-majors des secteurs. Chaque année, ils sont changés. Résidence tournante. On renouvelle les équipes, et par rotation entre les pays. Donc, ça n'a scellé le sort de personne, et ça ne pouvait sceller le sort de personne. Bon, pour revenir un peu à Sévaré, d'abord, vous constaterez avec moi que Sévaré est complètement en dehors de la zone d'action de la force conjointe. Parce que la force conjointe est une force sectorielle. Il y a 3 secteurs. Un secteur central de la zone des 3 frontières, un secteur occidental entre la Mauritanie et le Mali, et un secteur oriental entre le Tchad et le Niger. Sévaré est en dehors de tous ces secteurs-là. Donc, il est aberrant il n'est pas normal que le PC d'une force soit en dehors de sa zone d'action et surtout dans une zone qui ne présente aucun avantage. Aucun avantage stratégique. Aucun avantage stratégique. Sur le plan communication, Sévaré, il faut faire 6 heures de voiture pour aller de Bamako à Sévaré. Notre force à nous ne dispose pas d'une aviation propre à elle pour faire le transport aérien. Les communications ne sont pas redondantes dans la zone. Et le service même de sécurité de la force n'était pas assuré par les éléments de la force conjointe. Donc voilà, je crois qu'il y a suffisamment d'arguments qui militent en faveur d'un transfert de ces PC. Comme ce PC a été détruit, ce n'est pas la peine de réinvestir encore de l'argent dans un lieu qui ne présente aucun intérêt stratégique pour vous. Qui ne présente pas un intérêt stratégique pour la force. D'ailleurs, un rapport avait souligné sa vulnérabilité et il avait formulé des voilà recommandations. Un peu, contrairement à ce que vous, journalistes et autres, vous véhiculez comme idée, ça n'a pas été du tout une défaite, ni une fuite, ni... Voilà, c'est bien au contraire une réévaluation de la situation, une recorrection de nos erreurs et une prise en compte de certaines faiblesses. Il était utile de vous poser la question et il était utile également que vous réagissiez là-dessus. Deuxième aberration des journalistes, cette accalmie que l'on constate en Mauritanie, vous n'êtes pas sans savoir que, en tout cas dans le monde journalistique, elle est parfois vécue ou en tout cas donnée comme étant la résultante d'un accord secret entre le gouvernement mauritanien et Al-Qaïda. Comment vous réagissez là-dessus? C'est vraiment bizarre. On parle de cet accord
comme quoi il a été signé en 2010, sur la base d'un document retrouvé dans la cache de Ben Laden. À Abbottabad. Voilà, et qui dit que AQMI a proposé à la maison mère en Afghanistan un accord avec la partie Une sorte de contrat à valider par la maison mère. Ce qui est bizarre, c'est que les opérations de l'armée mauritanienne contre les bases d'AQMI dans les territoires maliens n'ont commencé qu'en 2010. Donc, s'il y a eu accord, c'est un accord qui n'a pas été respecté. Moi, je pense que... Chronologiquement, donc, ça ne tient pas. Les attaques en territoire malien, les batailles de Hassisidi, de Lerneb, de la forêt de Ouagadou, tout ça, c'est... Et même, malgré cet accord, AQMI a attaqué Bassiknou en juin 2011. AQMI a envoyé des véhicules piégés en février 2011 à Nouakchott. AQMI est venu kidnapper un gendarme mauritanien en décembre 2011. Franchement, personnellement, je me suis toujours posé la question, à quoi donc a servi cet accord? En fait, moi, je vois dans le fait de parler d'un accord une forme de jalousie contre le succès du pays. Je vois aussi une mauvaise volonté. Je vois même parfois une dose de cynisme. Voilà un pays qui a appris de ses échecs. Voilà un pays qui a encaissé, qui a donné des dizaines de morts parmi les meilleurs de ses soldats, qui a vu son économie menacée, mais qui a appris avec ses échecs, qui a décidé de lever la tête, qui a décidé de se battre, qui a obtenu des résultats. Un prix énorme, un sacrifice énorme. Et bon voilà, il y en a qui les félicitent pour ça, il y en a qui sont jaloux de ça. Et voilà, on parle du fameux contrat. Voilà pourquoi nous avons eu un répit juste à partir de 2012. Parce que durant 2 années, nous avons envoyé le message que la donne a changé. Nous avons cessé d'être les gibiers, nous sommes devenus les chasseurs. Ensuite, il y a eu l'occupation du nord du Mali. AQMI et les Mijao n'avaient plus le temps d'attaquer King Kong. Quand ils avaient le temps, c'est le Mijao qui est venu en décembre 2011 prendre des gendarmes. Mais ils n'ont plus le temps. Ils étaient dans la construction d'un État chimérique qui est basé sur 3 règles: ne pas fumer, s'habiller d'une certaine façon, voilà, donc ne pas s'amuser. Donc apparemment le programme politico-économique c'était ça. Et à partir de 2013, ils étaient sous la pression de la force française et des forces internationales. Donc eux, ils n'ont pris le temps. Mais nous aussi, on s'était dit que voilà, ils sont sous la pression. Nous, ce qu'on dénonçait, c'était l'absence de la coopération sous-régionale. Et maintenant qu'il y a eu cette convergence historique, on va y aller. Donc s'il y avait aussi un contrat ou un accord, on n'aurait pas accepté qu'il y ait un G5. On n'aurait pas installé un PC en Bekit Lahwaj. On n'aurait pas donné des contingents pour le fuseau ouest. Donc moi, personnellement, j'évite généralement de répondre aux questions qui ne sont pas intéressantes, mais j'ai entendu cette question à Ouaga, je l'ai entendu une fois à Bamako, je l'ai entendu une fois à Niamey. Du coup, j'ai commencé à y répondre. Donc maintenant, je l'entends à Nouakchott. Cela montre justement qu'il y a même une convergence historique, non pas seulement au niveau des dirigeants politiques, mais aussi au niveau des journalistes. Nos téléspectateurs se posent la question, donc il était de mon devoir de vous la poser. Le général, si vous souhaitez réagir là-dessus, autrement on passe au centre sahélien d'analyse. Bon, moi, quand j'entends accord avec qui? Avec le diable, bon, moi, je ne vois pas vraiment l'accalmie est le résultat d'efforts énormes, financiers, militaires, sécuritaires, idéologiques et politiques, et n'est pas le fruit d'un petit accord signé quelque part avec qui, je ne sais qui. Et puis bon, cet accord, cette idée d'accord, cette idée... La Mauritanie n'a pas que des amis dans la presse, apparemment. Je me suis réveillé un bon matin, j'ai allumé la radio, une radio très sérieuse, qui conseille à une course à la voile d'éviter les côtes mauritaniennes réputées pour leur piraterie, et ainsi de suite. Alors j'ai cru au début rêver, je croyais que c'était un mauvais rêve, et après non, c'était une radio assez sérieuse qui disait d'éviter les côtes mauritaniennes. Ils sont connus pour la piraterie. Alors que le dernier naufrage sur les côtes mauritaniennes, c'était la Méduse, et le fruit d'un banc de sable. Ils nous ont confondus avec la Somalie. Il faut dire que les journalistes, parfois, ils ont leur propre agenda, ils ont leur propre... et ils n'aiment pas les pays stables, ils n'aiment pas les pays tranquilles. Ils préfèrent chercher la petite bête, créer des petites situations qui n'existent pas. Malheureusement, la Mauritanie, elle paye le fruit de sa stabilité. Elle paye... Vous voyez,
autre chose de plus grave. Moi, je vois que la Mauritanie, depuis 2010-2011, il n'y a pas d'attentat, il n'y a rien, on circule librement et tout. Mais regardez la carte de la Mauritanie aujourd'hui pour les touristes, elle est au rouge. Vous parlez de la carte La carte aujourd'hui, elle est mise au rouge, alors que moi, je vois certains pays où c'est l'insécurité totale, qui sont roses, qui sont verts, qui sont jaunes. Mais la Mauritanie, malgré la stabilité, malgré tout, ça continue à être au rouge. Bon, pourquoi? Seuls les journalistes savent pourquoi, et ils savent pourquoi ils diffusent les informations comme l'accord, comme... Mais je crois qu'en général, on doit travailler sur l'attractivité et la convivialité. Oui. En fait, aujourd'hui, les touristes savent que s'il y a un pays aujourd'hui au Sahel où ils ne sont pas menacés, c'est le nôtre. Mais aussi, il faudrait qu'on travaille sur la convivialité, sur l'attractivité, sur des transports. Peut-être aussi que ça passe par une remise en question de nous-mêmes, notamment au niveau de la communication. Vous êtes en train de changer de paradigme, vous vous ouvrez à la presse, vous nous avez ouvert votre collège, mais ça n'a pas toujours été habituel. Je constate en général qu'ailleurs, il n'y a pas la sécurité, mais il y a l'attractivité et la convivialité. Donc du coup, les touristes Bon, se pressent. appelez-les attractivité, convivialité, moi je les appellerai... Bon, écoutez, vous savez mieux que moi, dans le domaine de la presse, chacun a ses petits agendas, ses petits réseaux et ses petits intérêts. En tout cas, la Mauritanie n'est pas très bien lotie dans le domaine de la presse, et je vois que parfois certains journalistes diffusent un certain nombre d'informations qui sont même ridicules à la limite. Je suis d'accord avec très ridicules à la limite. En tout cas, cette question d'accord avec Al-Qaïda a été souvent citée, y compris dans la presse étrangère et pas seulement mauritanienne. Donc non, c'est surtout là, je parle de presse étrangère. Ah oui, de la presse étrangère. Parce que la presse mauritanienne, malheureusement, parfois ne fait que l'écho de la presse étrangère. Absolument. Il faudrait qu'on revienne un peu pour dire que la première agence qui en a parlé à l'époque, c'était Reuters. Elle avait bien dit dans la dépêche, les experts américains sont formels qu'il n'y a pas eu d'accord. Ça, c'est un document, voilà, avec un cachet bidon, n'importe qui peut le faire. Même Al Jazeera, quand elle l'a diffusé et quand elle a eu des expressions, des explications valables, elle l'a retiré. La chaîne Al Jazeera. Donc, revenons donc à notre sujet. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de négociation possible à l'insu des agences de renseignement et des grandes centrales de renseignement dans le monde. Et que s'il y en avait, si réellement il y en avait, ça serait passé autrement. Ça ne serait pas passé par des petits filets de presse ou des petites distillations à dessein. On a donc parlé de la force conjointe, on a parlé du collège, on va parler un peu du centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce. Ce centre sera basé à Nouakchott. Enfin, il ne sera pas basé à Nouakchott, il est basé à Nouakchott. Donc, il fonctionne déjà. Bon, le centre a ses locaux qui sont au sein du complexe militaire Mohamed Ben Zayed, à côté du collège de défense. Il y a des équipements. Nous sommes pour parler avec l'INOAS, les Nations Unies, pour nous recruter 2 experts. Et l'Union européenne est en train de le soutenir à hauteur d'1 million d'euros, ce qui nous permettra de recruter encore les 2 experts manquants, parce qu'il faut 4 ou 5 experts dans ce centre. Il faut dire que c'est un centre de recherche stratégique qui est réduit en personnel, mais en personnel de qualité. Est-ce qu'il sera ouvert aux civils? Est-ce qu'il sera ouvert aux civils? Mais bien sûr, il n'est ouvert qu'aux civils. Bon, il n'y a rien de militaire dans ça. C'est un centre d'études stratégiques. Les militaires apporteront ce qu'ils pourront apporter, mais les civils aussi. S'il y a des chercheurs pointus, d'ailleurs, ils n'ont qu'à présenter leur candidature. Et c'est un centre qui sera connecté techniquement avec tous les centres de recherche de la région et même de l'environnement. Et son rôle, c'est de recenser toutes les menaces qui peuvent peser sur notre espace, les analyser à partir de lui-même et à partir des données qu'il reçoit des autres centres, des autres think tanks, et de préparer des décisions à nos décideurs, des décisions qui, au besoin, seront adaptées en fonction des situations. Voilà un peu le... Parmi les projets discutés lors de la dernière table ronde de Nouakchott, il y a le projet d'une compagnie aérienne, Air Sahel. C'est toujours d'actualité ce projet? Absolument. Dans nos projets, il y a 2 sortes de projets sur le plan économique. Hein. Là, vous abordez les PIP, c'est très intéressant. Voilà, les PIP. On va en profiter pour qu'ils... Voilà, il y a 2 sortes de projets. Il y a des projets que j'appellerais moi de souveraineté qui ont été décidés par les chefs d'État.
Parce que la compagnie aérienne a été décidée lors du sommet de N'Djamena de novembre 2015. Les chefs d'État ont décidé la création de grands projets structurant est extrêmement important. La compagnie aérienne, le collège sahélien de défense dont on a parlé et qui est une réalité actuellement, le chemin de fer transsahélien. N'Djamena Nouakchott. Voilà, ça c'est N'Djamena Nouakchott. Ça, c'est des projets que les chefs d'État ont décidé et que nous, on s'est attelés à mettre en valeur. L'un d'eux est déjà opérationnel, les autres, le collège, les autres sont en cours de création. À ma connaissance, les études de faisabilité de la compagnie aérienne sont déjà terminées. Elle a été financée par la BADEA, les études de faisabilité, et plusieurs options ont été présentées au ministre, et je crois qu'on est en phase finale de finalisation. Est-ce qu'il faut prendre les acquis aéronautiques actuellement existants et bâtir une société? Est-ce qu'il faut créer une société nouvelle? En tout cas, la décision est imminente. Donc, pour la compagnie aérienne. Pour les chemins de fer maintenant, c'est un projet extrêmement coûteux, c'est un projet structurant et c'est ce qu'on appelle les grands travaux. Ce projet, nous sommes en train, de PIP, on a présenté tout simplement l'étude de faisabilité. Nous sommes maintenant à la recherche de financement de l'étude de faisabilité. Maintenant, une fois cette étude financée, une fois cette étude faite, le PIP que nous avons présenté l'autre jour est pour 3 ans. C'est un programme jusqu'à 2020. Jusqu'à 2021. Après 2021, on va présenter un nouveau projet et certainement, le nouveau projet comprendra la réalisation du chemin de fer N'Djamena Nouakchott. Dans ce programme, dans ce vaste plan Marshall, le PIP, il y a également beaucoup de programmes qui vont vers les jeunes et vers les femmes. Oui, le PIP est l'aspect le plus important de la convergence historique des chefs d'État du G5 Sahel, parce qu'il accorde en fait la priorité au développement. Oui, le général a parlé tout à l'heure de ces grands projets structurants, mais il y a aussi, différentes composantes. On s'intéresse à l'hydraulique, on s'intéresse au réseau routier, on s'intéresse à la production d'énergie, on s'intéresse à la jeunesse, à l'employabilité des gens, on s'intéresse aux femmes, on s'intéresse aux droits de l'homme. C'est très important. Aujourd'hui, il y a une composante droits de l'homme, même dans la force conjointe. Bonne gouvernance également. Oui, absolument. On s'intéresse même aux droits de l'homme, on s'intéresse à la gouvernance. Donc, c'est une vision holistique. Et moi, ce qui est très important pour moi, c'est la prise en charge des zones délaissées dans ces 5 millions de kilomètres carrés qui sont occupés par nos 5 pays. C'est très important qu'il y ait des infrastructures dans notre vaste désert, allant de Cheguet à Tilimsi, en bas à Bassiknou. C'est très important qu'il y ait une jonction entre ces zones-là et les zones d'Itaoudenite au Mali, et que aussi la zone des 3 frontières consente la présence de l'État à travers des infrastructures, à travers les services de base, à travers la justice, à travers l'administration, à travers la santé, à travers l'eau, à travers l'électricité, à travers l'éducation. Donc, je crois que quand, le général a dit, quand l'État réinvestit, les gouvernements réinvestissent, ils vont créer la fidélité du citoyen. J'ai visité Beit Laouache et j'ai visité Termesse. J'ai discuté avec les populations là-bas. Certains m'ont dit, nous, on ne savait même pas qu'on appartenait à... C'est vrai, on est Mauritanien, on a grandi tout ça, mais à part les forages qui sont faits, les forages pastoraux, on ne sentait pas une présence de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers aujourd'hui d'envoyer nos enfants à l'école. Au début, nos litiges, on les réglait en venant aux mains. Aujourd'hui, nos litiges, on passe au poste de gendarmerie, on les règle. Et aujourd'hui, en collaborant avec l'État, nous l'informons de ce que nous voyons, nous nous posons des problèmes, nous nous sentons citoyens. Cette expérience-là, elle est importante et elle est nécessaire dans le nord du Mali, dans l'ouest du Mali. Elle est très importante dans le centre du Mali où malheureusement il y a des problèmes qui seront surmontés parce que aussi les problèmes dans nos différents pays, que ce soit
dans des zones qui n'étaient pas investies en Mauritanie, ou que ce soit dans le nord du Mali, ou le centre du Mali, ou que ce soit au nord du Burkina, ou que ce soit dans la zone des 3 frontières, ou que ce soit à la frontière entre le Tchad et le Niger, sont des problèmes qui peuvent être surmontés avec l'investissement, avec le réinvestissement de l'État dans les zones grises, avec plus de programmes de développement économique, avec plus d'intérêt aux populations qui étaient délaissées. Donc quand il y a cela, quand on mettra des moyens à cela, l'État prendra la place qui lui revient. L'État prendra la place qui lui revient et les citoyens se seront encadrés et n'accepteront plus de se laisser manœuvrer et manipuler par des trafiquants ou des terroristes. Général, un dernier mot avant de clore notre débat ce soir. Bon, un dernier mot, il ne faut pas que ça soit un dernier mot. Bon, mais je dirais tout simplement que le G5 Sahel, c'est 5 millions de kilomètres carrés. C'est 80 millions d'habitants. C'est des zones arides. C'est des frontières très longues et difficiles à contrôler. C'est aussi une population à forte dominante de jeunes. C'est à peu près à 60% de jeunes. La féminisation est très importante. Le taux de féminin dans la population est extrêmement important. Donc, ceci peut paraître de prime abord comme des problèmes à résoudre, mais en fait, c'est aussi des atouts. La jeunesse est un atout. L'aridité est parfois un atout. Nous disposons d'un ensoleillement extrêmement intense et qui est recherché aujourd'hui à travers le monde. Et des énergies renouvelables. Nous disposons d'une zone qui a des vents extrêmement forts. Et donc l'éolien peut être utilisé. Une aubaine pour l'environnement. Donc nous sommes une région d'avenir. Il faut qu'on se prenne en charge. Il faut qu'on se prenne en compte et qu'on ait conscience de nos points forts, plutôt que de rabâcher nos points faibles. Mais pour cela, il faut qu'on se mette la main dans la main, il faut qu'on coopère, il faut qu'on se solidarise entre nous, et il faut surtout qu'on utilise ce qu'il y a de bien qui nous vient de l'extérieur en nous appuyant sur les potentialités dont nous disposons. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons le vent, nous avons la mer, une façade maritime extrêmement importante, nous avons une richesse animale inestimable, nous avons les grands fleuves d'Afrique de l'Ouest, le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, le fleuve Chari, qui sont des potentiels énormes. Donc, la zone sahélienne n'est pas seulement grise. Ouais. Le G5 n'est pas gris. Le G5 est une zone d'avenir. Et c'est à nous maintenant, fils du G5 Sahel, fils du Sahel, de sécuriser notre zone, de la développer, de prendre conscience de nos points forts et d'envisager l'avenir la main dans la main. Votre enthousiasme est communicatif et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous savez vendre votre organisation et vous la défendez. Je vous remercie beaucoup, Général, de nous avoir reçus dans les locaux du secrétariat permanent du G5 Sahel. Je remercie également mon aîné et mon collègue Selmoul Mustafa de m'avoir accompagné lors de ces débats. La semaine prochaine, nous posons nos valises dans l'enceinte du Collège de défense du G5 Sahel où le général Cheibani nous a reçus et nous a accordé une interview exclusive à suivre donc la semaine prochaine sur la chaîne Sahel. Pour préparer cette émission, je conseille cet ouvrage sous la direction de Père de Jong, publié dans les stratégies africaines de sécurité par l'Armatan. Merci Général. Donc le livre c'est le G5, une initiative régionale pour une nouvelle architecture de paix. Vous allez le voir à l'écran. Je remercie vivement mes deux invités et je vous remercie vous, mes chers téléspectateurs, de nous suivre à cette heure tardive. Le débat d'Israël est réalisé par Mohamed Lemine Tajdin. Merci beaucoup. Au revoir.